C'était un immeuble, la prison de Drancy, avec je me rappelle, il y avait plein de fenêtres, avec des barreaux. On passait dans une petite rue et on regardait là-haut, on les voyait. Mais moi, j'ai jamais pu le voir. Mais vous étiez un petit garçon. Ouais. Ma mère qui lui disait, regarde ton père là-haut. Mais j'ai vu personne. C'est dur, ça? Ouais, très dur. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu dire au revoir à mon père. Jean Granillic, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner. Ouais. C'est pas facile, je vous avais pas souvent parlé. Non, non. Vous avez témoigné pour la très belle exposition organisée par Yad Vashem qui parle des familles parties dans ce premier convoi. Oui. C'est celui qui a emporté votre père et votre grand frère. Voilà, c'est ça. Quel âge vous aviez à l'époque? J'avais, quand ils ont été pris en 42, j'avais 6 ans et demi. Au mois de juillet, c'était au mois de juillet. Donc. Vous habitiez où à cette période-là? On était toujours à Paris, hein, dans le quartier de la Bastille. Et votre frère Guédalien et votre papa Moshe, ils faisaient quoi dans la vie? Bon, mon père, il était ébéniste. Hein. Il était ébéniste, il travaillait toujours dans un atelier de meubles et tout ça. Et mon frère, il a fait des études pour devenir instituteur. Et comme après, pendant la guerre, les Juifs n'avaient pas le droit d'être instituteur, il a été travailler avec mon père. On vous a raconté comment ils se sont fait attraper? Non, on m'a pas par petits bouts, en entendant les gens parler. Mais vraiment, on m'a pas dit. Vous connaissez l'histoire, comment ils sont arrivés à Drancy d'abord et à Auschwitz ensuite? Avec les lettres. Parce que mon frère, quand il était à Drancy, il envoyait des lettres à la maison. Et il marquait chaque fois qu'est-ce qui se passait et tout. Drancy, le 29 janvier 1942. Chère maman, j'ai bien reçu ta lettre du 23 janvier et j'en ai été très content. D'abord, vous êtes en bonne santé, c'est l'essentiel. Tâchez que ça reste pour toujours. Pour le colis, j'ai reçu le mien et je dois tout de suite te rassurer au sujet du beurre et de la viande. J'ai tout reçu. Tout, entièrement. Et je dois te dire que si par hasard je ne te parle pas d'une chose reçue, ce n'est pas parce qu'elle manque, mais parce que j'ai oublié de le mentionner, et je t'en prie, ne te fais pas de peine pour cela. Je te remercie du fond du cœur. Encore un petit effort, et ça ira très bien. Continuez à nous envoyer des colis pareils. Je vous embrasse tous très fort. Jeannot, Fanny, Germaine, Roger et toi. Ton fils, Adolphe. Je crois qu'il faisait partie d'une organisation. Oui, il faisait partie de la résistance. Je crois même que c'est la première résistance qu'il y a eu en France, à Paris, les MOI. MOI, c'est Mouvement Ouvrier Immigré. Il n'y avait que des Juifs dedans et un peu des Italiens, des gens comme ça. Ils n'avaient pas d'armes encore, ils n'étaient pas armés, hein. Mais la nuit, ils allaient dans les rues et ils mettaient dans les boîtes aux lettres ou ils collaient sur les murs des petites affiches pour dire de résister contre les Allemands et de ne pas les croire et tout ça. Et ils collaient des mots comme ça sur les murs. Ils se sont fait dénoncer?
Je pense que oui, parce que quand ils ont été au métro le matin travailler, il y avait quelqu'un qui était avec la police ou avec les Allemands, je sais pas, qui leur disait celui-là, il fait partie de l'organisation, celui-là, il fait partie. Et ils ont arrêté les gens à l'entrée du métro. Et de là, ils sont partis à Drancy? À Drancy, oui. Et donc, de là, vous les avez jamais revus? Ou pratiquement pas? Non. Non, on n'a pas revu. C'était un immeuble, la prison de Drancy, avec je me rappelle, il y avait plein de fenêtres, avec des barreaux. On passait dans une petite rue et on regardait là-haut, on les voyait. Mais moi, j'ai jamais pu le voir. Mais vous étiez un petit garçon? Ouais. Ma mère qui lui disait, regarde ton père là-haut. Mais j'ai vu personne. C'est dur, ça? Ouais, très dur. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu dire au revoir à mon père. Mais maintenant que j'ai 67 ans, je pleure comme un gosse. Vous avez 87 ans, je crois. 87, voilà. Et je veux m'en rajeunir. Hein? Ouais. Vous aviez quel rapport avec votre grand frère? Vous vous rappelez ou vous avez fait un blackout complètement? Je sais pas, je ne me rappelle de rien du tout. Ni de mon père, ni de mon frère. Rien. Votre mère vous a jamais parlé de cette période, de la guerre, de rien. Votre père, de votre frère? Rien du tout? Rien du tout, rien, non. Chaque année, Yad Vashem choisit un thème annuel pour Yom HaShoah. En 2022, le thème annuel porte sur la déportation. Et que juste avant, au mois de mars 1942, donc mars 2022, on célébrait les 80 ans du premier convoi de déportation qui est parti de France. Donc l'idée a été de retracer en ligne le parcours de 8 familles dont le père a été déporté par ce premier convoi parti de France. Ce sont des enfants qui se sont retrouvés orphelins de père relativement tôt, avec peu de souvenirs, et à qui le deuil a été quasiment impossible. C'est-à-dire que l'enfance a été volée, le père a été volé. En quelque sorte, même si la mère a été présente après la Shoah, elle leur a été volée aussi, parce qu'elle a été dans l'incapacité de les aider à faire leur deuil. Donc ils se sont retrouvés livrés à une blessure béante, qu'ils ont dû apprendre à cicatriser tout seuls et à grandir avec. Et ensuite, à partir du moment où le silence a été instauré, il s'est perpétué. Et aujourd'hui, quand on se tourne vers eux, 80 ans plus tard, et qu'on leur demande de libérer cette parole, c'est-à-dire que pour chacun des témoignages, j'ai senti vraiment l'émotion qui était là, qui était vivace 80 ans plus tard. Cette rafle qui a fait que votre frère et votre père ont disparu, c'était avant la rafle du Veldiv. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes resté vivre avec votre mère, en tout cas à Paris. Comment vous avez échappé à la rafle du Veldiv? Ça a commencé d'abord le matin de bonne heure. Je me rappelle, il y a eu un grand coup sur les portes. Ça m'a réveillé, c'était 6 heures, je crois, du matin, quelque chose comme ça. Quand ma mère a ouvert la porte, j'ai vu, mais je les vois encore. Il y a eu deux policiers habillés avec des capotes noires, là, qui étaient devant la porte. Et il y avait sûrement un inspecteur ou je sais pas quoi, avec un manteau, un trench clair, qui est rentré et qui a dit « On va venir vous chercher bientôt, préparer une valise, mais mettez dedans de quoi manger pour 1 ou 2 jours, et tout votre argent et tous vos bijoux. Et attendez-moi, je reviens vous chercher. » À ce moment-là, ma mère m'a dit quand elle a fait on n'avait pas de valise. Elle a fait dans un espèce de ballot, elle a mis quelque chose, je sais pas. Puis elle a dit, on va pas les attendre, on va partir. Elle était maligne, votre mère? Hein, ouais. Elle vous a sauvé la vie plus d'une fois? Oui, je crois. Je crois, oui. Et mais il y a quelque chose que je me rappelle, c'est quand on est sorti de la maison, sur le palier, il y avait des voisins, c'était les Schwartz, monsieur et madame Schwartz. Ils étaient devant la porte avec une valise, ils attendaient. Alors ma mère leur a dit, attendez pas, partez. Alors madame Schwartz, elle a dit, où voulez-vous qu'on aille? On connaît personne ici. Et ils ont disparu, c'était fini. On les a plus jamais revus. Alors comment vous vous êtes sauvés?
C'était le coin où on habitait, il y avait plein de petits ateliers dans des cours et tout ça. On passait dans une cour, on montait un petit escalier, on était dans une autre cour. On connaissait les coins parce que moi, en venant de l'école, je passais souvent des choses comme ça. Je cours avec les copains. C'est vous qui avez montré le chemin à votre mère ou votre mère les connaissait aussi? Elle connaissait aussi, mais moi aussi, je connaissais des coins. Au passage Taillandier et tout ça. On est resté toute la matinée comme ça. Quand on entendait du bruit qui mettait les gens dans les autobus et tout, on allait ailleurs. Et puis on a été comme ça jusqu'à la Bastille où il y avait des cars qui partaient à la campagne. Et on a pris un autobus pour aller chez la dame là-bas, que ma mère connaissait, parce qu'elle lui faisait des fois des tabliers, enfin, elle était couturière. Elle avait des clientes comme ça qui venaient toujours, de temps en temps. Alors on a été chez cette dame, on est resté quelques jours. Après, ma mère est rentrée à Paris parce qu'il faut vivre. Hein. Et moi, je suis resté chez la dame, elle m'a gardé, je crois, 1 ou 2 ans. Alors, elle a fait quoi, votre mère? Elle est retournée chez elle, dans sa maison? Elle est retournée à la maison. Et en rentrant à la maison avait été vidée. Elle avait plus de machine, la machine à coudre avait disparu. Et les bouts de tissu, les choses comme ça, il n'y avait plus rien. Elle a eu l'idée d'aller chez sa sœur, qui habitait pas très loin, pour voir si elle était là. Et quand on a été chez sa sœur, il y avait les scellés sur son appartement. C'était au 3e étage, dans l'avenue Ledru-Rollin. La porte, il y avait des scellés rouges. Ça, elle me l'a dit plus tard, hein, qu'elle arrivait devant la porte, elle a pris les scellés, elle a arraché les scellés, et comme elle avait les clés, c'était sa sœur, on est rentré, et elle est restée là jusqu'à la fin de la guerre. Ils ne sont pas venus, rien du tout. Et moi, je suis resté chez la dame là-bas, à Vigneux, enfin, à côté de Villeneuve-Saint-Georges. Hein, parce que Villeneuve-Saint-Georges, c'était une gare de triage, une grande gare, et il y avait plein de trains avec des Allemands, et toutes les nuits, les Anglais ou les Américains, ils venaient bombarder. Et comme on n'était pas loin, de temps en temps, il y avait une bombe qui s'égarait dans le coin, pas loin de chez nous. Et il y avait un pavillon qui était juste l'autre côté de la rue où on habitait, nous. C'était un monsieur, un Italien, je me rappelle. Et il y a une bombe qui est tombée en plein au milieu de sa maison. Et les murs, ils se sont écartés. On voyait les murs ouverts comme ça, des 4 murs, de 4 côtés comme ça. Et lui, il était dans son lit, c'était la nuit. Et il s'est retrouvé dans un arbre dans son lit. Et il y a eu les pompiers qui sont venus le chercher. Bon, comme c'était un peu dangereux à cause des bombardements, ma mère est venue me chercher. Et puis après, je suis parti, il y a une dame je pense, de Lauzet. Elle m'a amené dans une ferme et je gardais des vaches. J'étais bien, oui, garder les vaches. Ouais. Alors qu'on venait de Paris, je voyais que des chiens. Et voir une grande vache comme ça. Alors après la guerre, vous rentrez à Paris. Après, votre mère vient vous chercher. Oui. Ma mère allait presque tous les 2 jours à l'hôtel à Paris. À l'hôtel Lutetia. Lutetia, avec les photos. C'est pour ça que moi, j'ai pas de photos de mon père ni de mon frère. Et puis elle accrochait les photos au mur de l'hôtel. Et bien, elle demandait aux gens, est-ce que vous avez connu cette personne? Et tous les 2 jours, elle allait comme ça. Vous allez avec votre mère à l'hôtel Lutetia? Non, j'ai jamais été. Vous avez jamais été à l'hôtel? Non, j'allais ou alors j'étais à l'école. Je me rappelle. Je vois là, je me rappelle. Si, on a été, et je vois ma mère qui accroche les photos au mur. Oui. Et elle avait encore l'espoir de les retrouver? Oui. Elle savait pas du tout ce qui leur est arrivé? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est qu'après la guerre, qu'avec que les gens, enfin, sûrement qu'elle a reçu des lettres ou des trucs comme quoi qu'ils allaient plus revenir, quoi. Alors, votre frère Guédalia, votre grand frère, est parti dans le premier convoi. Le premier convoi. Mais comment on l'a su? C'est que mon père a envoyé une lettre de Drancy en disant que Guédalia était parti. On ne sait pas où. Et il disait, on parle de Pilchipoi. Il disait comme ça. Comme les Juifs, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils disaient, on va à Pilchipoi.
Bon, il est parti. Mardi, le 31 mars 1942. Ma très chère femme et mes très chers enfants. J'ai reçu ta chère carte mercredi dernier. Nous avons reçu mardi le 24 mars les 2 colis. Je suis très heureux de vous savoir en bonne santé, car pour moi, c'est le seul réconfort que vous soyez tous bien portants. Ma chérie, as-tu reçu la carte d'Adolphe dans laquelle il t'a fait savoir qu'il part? En effet, il est parti vendredi dernier. Adolphe était très courageux et il avait un très bon moral. Dès que tu auras reçu de ses nouvelles, tu me les transmettras aussitôt. Son camarade Maurice est parti avec lui. Je t'embrasse bien fort. J'embrasse mes enfants. Un bonjour de la part d'Adolphe pour ses amis. Réponds-moi le plus vite possible. C'est dur parce que quand j'étais au Suisse. Vous avez été visité Auschwitz? Oui. Celui qui était l'ancien déporté, il a dit, c'était... Je peux pas dire. Pareil que le premier convoi, ils n'avaient pas trouvé encore le gaz. Ils ne savaient pas comment tuer les gens. Alors ils essayaient plein de choses. Et les gens, ils disaient, on les entend crier dans les chambres à gaz, dans les choses, parce qu'ils faisaient n'importe quoi pour les exterminer. Et ils inventaient plein de choses, quoi. Des tortures. Plein de choses. Alors donc, mon frère est passé là-dedans. Votre père, c'était après le deuxième convoi? Oui. Il avait déjà trouvé le gaz après. Pour votre père? Oui. Dans la mémoire collective en France, la rafle du Vel d'Hiv occupe une place prédominante. D'abord parce qu'effectivement c'est une rafle très importante, c'est la rafle clé, et aussi parce qu'elle a concerné les hommes, mais surtout les femmes et les enfants, et c'était la première fois. Là on est en juillet 1942. Avant cela, il y a eu 3 rafles importantes en 1941 qui sont assez méconnues, qui sont la rafle du billet vert, la rafle du 11e arrondissement et la rafle des notables. La rafle du billet vert, elle a lieu en mai 1941 et là, elle concerne uniquement les juifs étrangers. On leur a demandé d'aller se faire recenser. Ceux qui l'ont fait ont été raflés, ceux qui ne l'ont pas fait ont pu échapper. Elle ne concerne que les juifs étrangers. Ensuite, au mois d'août 41, la méthode est un petit peu plus subversive parce que la police française place des barrages dans les rues, va parfois dans les domiciles de certains juifs recensés et elle concerne les juifs étrangers comme les juifs français. C'est important de le dire. Là, on parle de 4000 juifs de France, donc français et étrangers, qui ont été raflés en août 41. Et ensuite, en décembre 41, il y a ce qu'on appelle la rafle des notables, qui concerne également des Français et des étrangers. Elle est moins importante en nombre, puisqu'elle concerne 743 juifs. On l'appelle rafle des notables parce qu'une grande partie, ce sont des médecins, des avocats, des professions libérales. Les juifs raflés lors des 2 dernières rafles d'août et de décembre sont les premiers à partir par le premier convoi de mars 1942. Et parmi ces passagers, il y a effectivement le frère de Jean Granélic, Guédalia, qui a été raflé avec son père et avec son beau-frère. Ils ont été raflés à la sortie du métro. Ils ont été internés à Drancy. Et de Drancy, on a fait venir un contingent de 500 hommes à peu près pour les greffer aux juifs de la rafle des notables qui ont été raflés en décembre, qui étaient eux internés à Compiègne. Et le premier convoi, en fait, il y a 500 juifs partis de Drancy qui sont venus et qui ont fait une halte à Compiègne. 500 juifs de Compiègne sont montés dans le train et en gros, il y a 1112 juifs qui sont partis à Auschwitz. Une grande majorité a trouvé la mort au cours des 3 premiers mois. Combien sont revenus? 32. 32 selon Serge Klarsfeld, sur 1112. Il y a 3 qui ont pu s'échapper et 32 qui sont revenus. Il faut rappeler une chose, c'est qu'ils sont passés par les camps français. Et c'est assez peu connu, mais ces camps d'internement français, qui ne sont pas des camps d'extermination du tout, il y avait une mortalité qui était quand même assez importante. Les hommes mouraient. Là, on parle uniquement des hommes. Ils ont été soumis à
un manque de nourriture, donc délibéré de la part des autorités françaises. On les a délibérément affamés pour les faire mourir à petit feu. C'est pour ça qu'on les a appelés les camps de la mort lente. Ce sont des gens qui vivaient chez eux tranquillement à Paris. Ils sont raflés, dans des conditions précaires. On dort sur des paillasses, parfois un peu de paille à même le sol. Il y a la maladie, les poux, le typhus. Ils sont déportés dans des conditions épouvantables. C'est des convois qui durent 3 jours, 3-4 jours de transport, pratiquement sans s'alimenter, avec un seau au milieu pour faire les besoins, et qui arrivent à Auschwitz, qui sont dans un état d'épuisement physique et mental, parce que rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Donc le corps est éprouvé, l'esprit est éprouvé. Et effectivement, à Auschwitz, même si on n'est pas là dans l'extermination systématique encore, ça va venir par la suite, ils sont soumis aux travaux forcés d'une extrême rudesse et des labeurs très pénibles. Et donc, ils meurent d'épuisement, de faim, de froid, de maladie. Et la mortalité est très importante. Racontez-moi comment vous avez vécu, ça devait être quand même difficile parce que vous n'aviez pas beaucoup d'argent. Avec votre maman, elle devait travailler très très dur. Comme je la voyais travailler jour et nuit, il y a toujours à coudre à la machine. Au début, il n'y avait pas d'électricité, il fallait une machine avec une pédale. Après, on a mis un moteur. Peut-être que ça m'a fait quelque chose de l'avoir, je sais pas, j'ai peut-être pas réfléchi ou quoi, je sais pas, mais à 12 ans et demi, j'ai pas voulu continuer l'école pour aller travailler, pour l'aider. Vous aviez trop mal au cœur de l'avoir trimé comme ça? Ouais. Jour et nuit, travailler, livrer sur le dos, porter des choses. Vous venez quand même d'une grande famille. Vos parents sont venus de ce qu'on appelle aujourd'hui la Moldavie. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Non, Bessarabie. Et vous venez d'une famille pratiquante. Mon grand-père, oui. Il était rabbin là, au village. Il fabriquait du savon. Ça, ma mère, elle m'a raconté. C'est drôle. Cette chose-là, elle me l'a raconté. Votre mère est fille de rabbin et pourtant, après ce qui lui est arrivé, la perte de votre frère et de votre papa, elle a décidé de fermer la porte à la religion. Oh, ouais. Vous vous en souvenez de ce moment-là? C'était tout de suite après la guerre, quand personne n'est revenu. Je me rappelle qu'on est parti un matin ou quoi, dans la synagogue qui était pas loin de la maison. Et puis elle a posé sur la table de la synagogue le livre de prière et le talet, les talets. Elle a tout. Puis quand on est sorti, elle a dit on n'est plus juif. Ouais. Ça m'a fait quelque chose parce que maintenant, quand je rentre dans une synagogue, ça revient, cette chose-là. Ça me revient dans la tête et je peux plus. Pourtant, j'ai appris l'hébreu, j'ai essayé d'apprendre l'hébreu, de lire et tout, mais cette phrase-là me revient, ça me coupe la tête, je ne peux plus rien faire. Pourtant, elle connaissait tout. Ah ouais, elle connaissait toutes les prières et tout, elle connaissait tout. Vous faisiez plus rien du tout à la maison? Non, elle faisait juste pour le Yom Kippour et pour Pessah. Pessah, on achetait les matzès, mais il y avait quand même le pain à côté. Parce qu'elle se rappelait que les fêtes qu'il y avait au village, quoi. Vous comprenez son silence aujourd'hui? Non. Je ne sais pas pourquoi qu'elle m'a jamais rien dit. Ni de mon père, ni de mon frère. Elle m'a jamais comment ils étaient, comment ils pouvaient vivre, je sais pas. Je sais pas. Pas un mot. Peut-être que ça lui faisait trop mal de parler, je sais pas. Vous avez dû vous débrouiller pour connaître votre histoire, en fait? Ah oui. Puis par petits bouts. Parce que des fois, quand les femmes, les clientes venaient, que les clientes aussi avaient perdu leur mari, leurs enfants, et ils se racontaient entre eux. Donc, comme je comprends le yiddish, à force d'en les entendre parler, la cliente, elle disait, moi, mon fils, il est parti là, il est parti dans la Drancy. Enfin, elle a raconté tout ce qui était arrivé. Et moi, je pensais que mon frère ou quoi, ils ont dû faire la même chose. Enfin, c'est dur à penser tout ça.
à se rappeler des choses comme ça qui me reviennent, surtout les coups sur la porte. Des fois, en pleine nuit, je m'en réveille. Des fois, ma femme, elle me dit, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu cries comme ça? J'entends quand la police est venue, et ils se frappaient à la porte. Ça revient, ça. Vous faites souvent ce cauchemar? Je fais quand dans la journée, j'ai parlé avec quelqu'un de ça, des camps, enfin ce qui est arrivé. Alors la nuit, ça me revient, oui. Pourquoi vous n'avez jamais témoigné? Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion peut-être, et peut-être que j'ai voulu aussi oublier, je sais pas. Vous avez parlé avec vos enfants? Ah, mes petits-enfants, mes enfants, non. Pourquoi? Celui qui est en France, il veut pas écouter. Olivier, bon, lui, il a suivi une autre voie, mais et Philippe, le premier, de temps en temps, j'essayais de lui dire, mais aussi, il voulait pas, je sais pas, peut-être que ça leur faisait mal aussi d'entendre ça. Peut-être qu'ils voulaient oublier aussi qu'ils sont d'une famille comme ça, je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre frère Guédalia, à votre papa Moshe? Ah oui, je sais que mon père il me parlait. Je peux pas parler de lui, je peux pas. Je peux pas, c'est trop dur. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.